controverse, Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique jusqu'à 10h. On ne va pas s'étendre pendant des heures sur ces contrats à terme, sur les obligations assimilables du Trésor qui ont donc été lancés il y a maintenant 1h05 sur les marchés. Moins d'une dizaine avaient été échangés à 8h40. Je pense que là, on ne peut pas parler d'une attaque massive sur la dette de la France. Des questions malgré tout restent posées puisqu'il y aura une grosse adjudication de l'agence France Trésor qui va se dérouler jeudi prochain entre 10h et midi. Nous placerons entre 8 et 10 milliards d'euros. La demande sera-t-elle au rendez-vous et à quel taux placerons-nous cette dette à quelques encablures du premier tour de la présidentielle? C'est une question qu'il faudra poser et nous surveillerons évidemment de très très près cette adjudication. Maintenant, la grande question, c'est que faire en Europe? On voit que les efforts de rigueur budgétaire sont arrivés à leur paroxysme, à leur maximum, que si on va plus loin, ce sera l'affrontement avec les populations. Alors partout les voix s'élèvent pour que, en plus des mesures de bonne gestion et d'orthodoxie budgétaire voulues par l'Allemagne, on mette dans le fonctionnement de l'Europe des mesures de croissance et commence à surgir dans absolument tous les discours le rôle que doit jouer la Banque Centrale Européenne. On va en parler aujourd'hui avec Philippe Lenchener. Bonjour Philippe. Bonjour. Il est président de l'agence McCann en France. Jean de Belot, bonjour. Président d'Aria Partners, et Henri Pijat, bonjour Henri. Bonjour. Il est directeur de la laiterie du Source, ancien patron de l'AFP. Toute cette agitation, messieurs, autour de la société privée filiale de Deutsche Börse Eurex, qui a lancé au petit matin les contrats futurs sur la dette de la France, qui avait disparu avec la création de l'euro à un moment où il n'avait plus grand sens, puisque pendant des années, l'OAT s'échangeait au même prix que le Bund allemand. Donc il suffisait finalement d'acheter un contrat à terme sur le Bund pour se protéger à la fois sur le Bund et sur l'OAT. Les voilà qui ressortent, évidemment, à un moment opportun pour une entreprise privée, puisqu'on a l'impression, il y a une espèce de psychodrame autour d'un risque d'attaque des marchés sur la dette de la France. Est-ce que vous êtes, comment vous réagissez à cette polémique autour d'un instrument financier qui est, lui, beaucoup plus transparent et beaucoup plus contrôlé que ne le sont les CDS? Henri Pijat. Oui, je crois qu'il ne faut pas surestimer ce qui est un outil technique. Alors, en effet, il y a des coïncidences un peu troublantes. Il y avait des manifestations vendredi devant l'AMF, Henri, oui, pour dire que la méchante finance sans visage était en train de ressusciter le merveilleux outil pour matraquer davantage les populations. Oui, je dirais que si cet outil n'existait pas, et il y en a beaucoup d'autres, et le différentiel de taux, il existe déjà, et il y a d'autres moyens de le mesurer. Donc, je crois qu'il ne faut pas exagérer ça. Il y a une symbolique à la fois dans l'outil et dans le calendrier. Bon, voilà. Je mérite pas de grandes considérations. Ce qui va compter, ce sont les réalités. Et elles commencent, en effet, vous avez raison, à partir de la prochaine émission du Trésor français. Mais j'ai tendance à penser qu'il faudra beaucoup plus de semaines. Il faudra attendre de voir comment le nouveau gouvernement, quel qu'il soit... Quel sera le gouvernement? Voilà, quel sera le projet de loi de finances? Voilà, quelles sont les premières décisions symboliques? Parce qu'il là aussi, il va y avoir une autre vague de symbolisme. La réalité de la politique qu'on ne va pas voir se dessiner avant, je dirais, 3-4 mois. Et puis les premières mesures qui vont compter. Donc voilà, ça n'appelle pas, à mon avis, beaucoup plus de commentaires aujourd'hui. Il y a un analyste financier, analyste politique de chez Nomura, qui nous explique que quand même la formation du futur gouvernement sera importante, notamment si des communistes devaient y faire leur entrée. Oui, c'est ce que j'appelle la symbolique. Voilà, la symbolique. Sur la symbolique, sur les produits financiers, fermer le banc Non, pas fermer le banc. On est avec une situation qui est le résultat de quelque chose que l'on décrit depuis plusieurs années. Une monnaie unique et des politiques économiques nationales disparates, divergentes, et derrière concurrentes. Et derrière la monnaie unique, l'organisation au sein de l'Union de la compétition des États. Qu'à partir de là, les décalages monétaires qui sont aujourd'hui interdits pour les membres de l'Union européenne qui sont en euros, les 2/3 à peu près, que ces décalages se propagent sur les taux d'intérêt, c'est le cas depuis déjà plusieurs années, la Grèce, même la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Que maintenant il y ait de la part des marchés des produits de ce type, on peut sur le plan des principes et sur le plan de la politique le regretter. Mais il faut constater deux choses. Dans l'endettement des États, la responsabilité première, ça n'est pas celle des créanciers, c'est celle des endetteurs, des gouvernements qui, année après année, ont surendetté les États dans des conditions qu'aucune entreprise, grande, petite, moyenne, n'aurait pu supporter et qu'aucun système bancaire n'aurait autorisé de la part sur une entreprise. Et que d'autre part, c'est également ces politiques qui ont choisi de fabriquer cet endettement
auprès des marchés. Donc maintenant on hurle contre les marchés, on critique leur position. La responsabilité initiale de la situation financière d'aujourd'hui et des contradictions internes de l'Union européenne en plus, qui sont deux choses différentes, elle est la responsabilité des politiques. Et ce qu'il y a d'assez intéressant dans ces derniers jours, dans ce dernier week-end de campagne, c'est qu'on en revient à la mère de tous les débats, au débat qui est « Quelle Europe voulons-nous faire ?» Et les deux débats, les déclarations tant de tous les candidats... On n'a plus le droit de citer les candidats, vous le savez. Je me suis retenu parce qu'on n'a plus le droit de citer les... Voilà. Ce que disent tous les bip-bip crédibles de la campagne, enfin crédibles en position d'arriver au deuxième tour, revient à poser la question de la nature et de la vérité du contenu de la construction européenne. Alors c'est la grande question. Philippe Lenschener, on va terminer ce premier quart d'heure avec vous. Parce qu'effectivement, cette semaine et dans les derniers jours que nous avons vécus, il y a une espèce d'uniformité dans les thèmes et dans les signaux envoyés aux électeurs français. C'est-à-dire qu'il faut de la croissance, c'est-à-dire que maintenant on commence à vouloir repenser le rôle de la BCE, sans forcément parler de changer les statuts. Est-ce que finalement c'est le triomphe d'une idée et l'échec d'un projet ? Le triomphe en tout cas d'une vision politique différente et l'échec d'un projet ? Écoutez, si on avait un peu de perfidie, on dirait 2-3 choses. D'abord, on dirait que aujourd'hui, sur toutes les chaînes d'infos, des experts économiques vont venir nous expliquer des choses. Certains seront de Goldman Sachs ou d'autres seront de la Barclays, en oubliant qu'aujourd'hui, dans ce qui se joue, il y a des market makers qui viennent de ces deux banques-là. Et donc, il y a des gens qui expliqueront au micro que tout va bien et que le système est merveilleux. Donc, je crois qu'il va falloir aussi un jour que les gens se rendent compte. Deuxième chose, si on avait un peu de perfidie également, et de l'humour. C'est perfide, Louis Lajane. Oui, oui. Et de l'humour. On reprendrait le débat d'Arnaud Montebourg sur la démondialisation. Et on regarderait ce qui s'est dit hier à la Concorde et à Vincennes. Et puis, Arnaud Montebourg, insulté, vilipendé par tout le monde, parlait d'un protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe, parlait de la désynchronisation banque d'affaires, banque de dépôt, parlait d'un euro politique. La campagne de 2017 est lancée. Il faut que Philippe dise qu'il est assez proche d'Arnaud Montebourg. Non, mais c'est pas le débat. Non, mais c'est pas le débat. Il a le droit de le citer parce qu'il n'est pas candidat. Tu n'as pas le droit d'être proche d'Arnaud Montebourg. Non, alors on va élargir un peu. Tout le monde sait ici, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, que j'ai été le publicitaire du nom et de ces choses-là. Donc c'est pas un débat. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce matin et ces dernières semaines. Il y a eu un blog d'un économiste sur le site du Monde qui parlait d'un bateau ivre. Et c'est drôlement intéressant. Eh bien, on va s'arrêter là et on va continuer avec le bateau ivre. Et si Montebourg avait eu raison, finalement, il est 9h13. À tout de suite. Nous revoici avec Philippe Lenschener, avec Jean Debelot et avec Henri Pijat. Alors, est-ce que Arnaud Montebourg a eu raison avant les autres? Et quel est ce bateau ivre que vous décrivez, Philippe? Oui, alors oublions Arnaud Montebourg 2 minutes. D'accord, voilà. D'accord. Non, ce qui est important. C'était pour faire un peu de perfidie, voilà. Mais tout à fait, je le comprends bien. Alors, juste, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. Ces 10 derniers jours, vous avez un Premier ministre portugais qui a expliqué dans une interview à un journal allemand qui est Die Welt que son pays ne pourra pas revenir sur le marché en 2013. Alors qu'en théorie, ça doit être le cas. Alors qu'en théorie, ça va être le cas. 56 milliards d'euros de prêts, un taux de défaut jamais égalé et totalement coupé du marché interbancaire. Bon, alors ok, ça c'est un truc. Au même moment, vous avez les Espagnols qui ont décidé de rebalancer une petite coupe de 10 milliards d'euros dans les budgets de santé et dans les budgets d'éducation. Et vous avez les Espagnols qui ont expliqué, qui sont en train de rassembler les présidents de région pour leur dire il faut qu'on passe du statut de région au statut de nation et qu'on comprenne que les engagements que vous avez, notamment dans les services sociaux, vous ne pourrez pas les tenir. Et donc vous avez un Premier ministre espagnol qui explique concrètement que ça va à la catastrophe. Alors là-dessus, au sein de la BCE, vous avez d'un côté Rasmussen qui dit dans la même semaine, on l'a fait 2 fois, on a collé des liquidités, là sur 3 mois, blablabla, on va pas le refaire une 3e. Et puis dans la même semaine, vous avez Draghi qui dit je crois qu'il est trop tôt pour parler de sortie de ces choses-là. Absolument vrai. Dans le même exactement bureau, ce qui s'est passé. Dans le même bureau. Ensuite, en 48 heures, on a fait volte-face dans le discours de la BCE. Alors moi, vous savez que c'est peut-être ma déformation professionnelle, mais j'adore les petits signaux faibles.
Donc vous avez une lettre d'un truc qui s'appelle l'Institute of International Finance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un think tank qui regroupe les grandes banques, donc mondiales, celles qui sont donc au centre. Et ces grandes banques... C'est même plus qu'un think tank d'ailleurs, mais oui. Et donc dans cette lettre, qu'est-ce qu'ils disent? La même semaine, hein, ils disent dans leur lettre, pardon, dans leur newsletter, alors que toutes ces choses-là sont faites pour gagner du temps, nous n'avons plus le temps que l'on nous donne. Pourquoi? Parce que ces stratégies d'austérité dans tous les pays vont nous coller à plat. Et donc, rendez-vous compte de qui écrit cela, hein. Et donc, nous devons avoir désormais des systèmes qui permettent de donner de la respiration au pays, notamment dans les politiques sociales et dans la protection, et notamment, mettons le cap sur la croissance. Donc, il faut bien comprendre que d'un côté ceux qui administrent le système, de l'autre côté ceux qui le reçoivent, et encore le tiers parti qui est la banque, ceux qui l'administrent, plus personne ne croit dans le système qui est le nôtre. C'est pourquoi ce terme de bateau ivre m'apparaît le bon. Ça veut dire quoi? Que la BCE est la seule arme aujourd'hui, la seule institution efficace, la seule organisation véritablement fédérale et étant opérationnelle en zone euro pour apporter une solution? Parce que ce que vous décrivez là, ça veut dire des affrontements avec les populations civiles d'ici quelques semaines dans certains pays. Mais souvenez-vous, vendredi, il y a 10 jours, nous avons parlé de l'exemple argentin, avec des grèves générales, avec des saccages, avec la pauvreté, avec la famine. Nous avons parlé des 2 référendums de l'Islande. Et nous en parlions à propos des grèves de la manifestation générale de jeudi, il y a 10 jours, en Espagne. C'est ça qui se joue. Alors, d'abord, il faut juste qu'on comprenne que ce que je dis n'est pas romancé. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est passé cette semaine. Ah, ça, sur les faits, je confirme absolument tout ce que vous avez dit. Donc, la deuxième chose, et par pitié qu'on ne me fasse pas passer pour un romantique illuminé, mais il faut penser désormais les modèles alternatifs. Et si nous ne pensons pas les modèles alternatifs, on est cuit. Alors, il faut lire, il faut regarder, il faut penser en dehors de la boîte. Bill Clinton a sorti un livre il y a 2 mois qui s'appelle Back to Work. Bill Clinton, pour la petite histoire, et avant Giddens et avant Tony Blair, est celui qui avait théorisé la 3e voie. Et Bill Clinton, dans son bouquin Back to Work, nous dit qu'il y a 2 choses à regarder. D'un côté, une sorte d'économie mixte qui marierait le privé et le public, notamment dans les domaines de santé, et l'expérimentation. Pour la petite histoire, c'est très très concret cela. En France, ça veut dire que, par exemple, en matière de santé, au lieu de se faire la guerre, eh bien, l'HP, l'hôpital, l'AP-HP, l'hôpital public, et puis, par exemple, un groupe comme Général de Santé, qui sont donc les opérateurs des cliniques privées, peuvent faire un maillage conscient et commun du territoire. De la même façon, vous avez Rifkin qui fait un bouquin qui s'appelle La 3e révolution industrielle. Il dit qu'on est au pic de la mondialisation, qu'on a fini la première. Et il dit des choses très très simples, hein. Il dit que maintenant, ce qu'il va falloir, c'est réussir à marier le nouveau modèle écologique avec les nouvelles technologies de l'information. Et donc il dit que comme nous produisons notre information et qu'ensuite nous la délivrons grâce à Internet, demain, nous serons tous des producteurs d'économie parce que dans nos usines, dans nos bureaux, chez nous, nous fabriquerons de l'énergie. Grâce à Internet, nous pourrons diffuser cette énergie. Et pour la petite histoire, on répondra à un des problèmes aujourd'hui de l'énergie, qui est qu'on la perd quand on la fait voyager. Donc, il faut juste penser à toutes ces choses-là. Et dans la campagne électorale, ces nouveaux modèles alternatifs ne sont pas approchés. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, les salariés ne sont pas non plus abordés dans la campagne. On en parlera tout à l'heure. Henri Pijat, comment vous réagissez à tout ça? Oui, moi, j'aime assez l'approche, je dirais, pragmatique de Philippe Lechner. Je voudrais dire d'abord faire une première remarque. Nous arrivons à un moment heureux, c'est celui de la sortie de la période des illusions. Nous vivons, depuis le début de la campagne électorale, depuis 5 mois, 6 mois, même si on y intègre les primaires socialistes, dans un climat absolument surréaliste. Il y a un débat public qui est totalement déconnecté de la réalité. Je n'insiste pas, tout le monde l'a dit, etc. Mais c'est important. Alors là, on revient à la réalité. On revient à la réalité à la fois à l'intérieur et par rapport au marché international. Alors je commence par le second point. Par rapport au marché international, nous avons fait semblant de faire une remise en ordre. On l'a à peine amorcée, c'est-à-dire que
je pense qu'il va falloir changer de politique sur beaucoup de points, avec quand même une différence par rapport à la plupart de nos voisins. Par rapport aux Allemands, elle est flagrante, ils ont refait leur remise en ordre, les Hollandais aussi, etc. Les autres, les Anglais et peut-être les Italiens et les Espagnols ont commencé. Nous n'avons pas commencé. Donc ça, déjà, c'est un point qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire, nous avons un cran de retard. Et il va falloir le garder en tête pour ne pas considérer que nous pouvons tout d'un coup être laxistes et, encore une minute, Monsieur le Bourreau, ce qui ne ferait qu'aggraver les choses, car on gagnera peut-être du temps, mais on arrivera à la crise. Le deuxième élément, par rapport au système intérieur. Nous avons raisonné, parce que les conditions électorales, quand je dis non, c'est gauche et droite réunies, je ne fais pas de différence, nous avons raisonné en termes de blocs. C'est l'histoire de la Révolution, vous savez. La Révolution, c'est un tout. 93, 89, etc., ça ne se discute pas. Alors, je crois que c'est faux. Je crois que, par exemple, le fait de dire le modèle social français, avec des tirets entre guillemets, on ne peut pas le toucher, c'est totalement absurde. Le modèle social français tel qu'il est un idéal, un objectif dont personne ne veut sortir, nulle part, pratiquement pas, enfin personne de sérieux, mais en même temps, en faire quelque chose qui ne peut pas être nuancé, qui ne peut pas être retouché, est une absurdité. Il est bien évident que l'on peut garder les principes du modèle social français, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, etc., en essayant de corriger les coûts. C'est le pari de l'OCDE qui nous a fait une feuille de route, comment faire de la rigueur sans tout casser, c'est possible. Je souligne au passage d'ailleurs que quand moi je suis j'essaie de suivre attentivement les travaux de l'OCDE, voilà des mois que l'OCDE tient ce discours. Ce que je vous dis là, je ne l'invente pas. Je pourrais à la limite vous citer les sources précises de l'OCDE. Et en termes très rationnels, et quels sont les exemples, les références, je dirais, principales de l'OCDE? Ce sont les pays du Nord, grands pays hyper libéraux, comme chacun sait. Enfin, tout ça est absurde. Ouais. Ce sont des pays qui ont maintenu leurs objectifs sociaux, qui ont maintenu leur modèle social, et avec des résultats assez satisfaisants. Alors on me dira, ils sont plus petits, ils sont moins nombreux, ils sont protestants, très bien. Mais néanmoins, ça marche. Donc il va falloir aborder cette réalité, et enfin, on le peut. Je suis navré que ça n'ait pas été abordé à aucun moment par personne dans la campagne électorale, mais peut-être c'est la loi de la démocratie. Jean de Belot. Bon. Le modèle alternatif, le fait de faire des réformes, de gagner sur la dépense publique sans casser forcément l'État-providence et le modèle social. Le sujet, il est constaté depuis plusieurs années. Il y a une incapacité de l'Union européenne à générer sa propre croissance. Du fait d'une conviction de commercialisme absolu, de libéralisme en matière commerciale, qui interdit aux acteurs économiques européens de gagner véritablement des parts de marché sur l'extérieur en parvenant à maintenir un niveau de protection sociale fiable à l'intérieur. On nous cite beaucoup le cas allemand. Le cas allemand, c'est tout de même un système dans lequel il n'y a pas de SMIC, dans lequel le salaire minimum est négocié par branche et dans lequel le salaire minimum est, pour pas mal de travailleurs en Allemagne, environ de 60% du salaire minimum français. Environ 7 à 8 millions de personnes en Allemagne. Donc, on a certes un modèle relativement équilibré, mais au prix d'une situation sociale qui est politiquement possible et sociétalement possible, parce que ce sont des gens qui viennent de l'ex-Allemagne de l'Est pour lesquels certaines choses sont un progrès, même s'il y a très forte tension en Allemagne. Mais on voit bien qu'on ne peut pas à la fois être la zone économique la plus naïve du monde, la plus ouverte du monde. Ce matin, il y avait de l'actualité sur Technicolor qui ferme une usine à Angers. C'est une décision européenne d'abroger des droits de douane d'importation en Asie du Sud-Est, tandis que l'Asie du Sud-Est maintient sur les mêmes produits des codeurs venant d'Union européenne des droits de douane plus importants, qui fait qu'en un instant de raison, le prix de revient des produits perd 25%. Ça n'est pas tenable. Et ça, c'est une décision de l'Union européenne, contre laquelle les gouvernements n'ont rien pu faire, parce qu'il faut 2/3 des gouvernements pour arriver à changer une mesure et que tout le monde n'est pas concerné, que ce sont des marchandages à 27. Pas possible. Donc, on voit bien que la question qui se repose là dans ces derniers jours de campagne, elle est celle de 2005. Elle est celle de la définition européenne. Veut-on revenir à une construction européenne telle qu'elle était historiquement, ou continuons-nous de choisir la préférence pour le marché unique de 87, qui détruit en réalité
et la conscience et la structure européenne. On va marquer une pause. Il y a de plus en plus de leaders d'opinion du Nord et notamment d'Allemagne qui commencent à dire aux Français, considérez que vous êtes un pays du Sud et que vous allez le rester. Et ça en dit long sur l'avenir prochain de la zone euro. Mais ça n'est pas dramatique d'être un pays du Sud. Hein. Oui, après il faut voir avec quelle monnaie se font les transactions. Est-ce que c'est l'euro-marque ou autre chose? Il est 9h28. Nous revoilà avec Philippe Lenchener, il est président de McCann en France, Jean Debelot, le président d'Aria Partners, et Henri Pijat, directeur de la lettre Ilissos, ancien patron de l'AFP. J'ai quelques réactions d'auditeurs. Vos histoires de frontières me la coupent, écrit Joachim. C'est idiot de croire que les solutions du XXe siècle vont régler les problèmes du XXIe siècle, dit-il. On a une avance sociale et sociétale de fou. Tant pis pour notre petite avance industrielle. Notre avance historique peut nous transcender, dit-il. On peut répondre à ça? Oui, allez-y, bien sûr, Jean Debelot. Écoutez, quel est le prénom de monsieur? Joachim. Joachim, vous avez un très beau prénom. C'est simple. Il écrit avec un K. Joachim, les Chinois croient aux frontières commerciales très fermement. Les États-Unis y croient, la Russie y croit, le Brésil y croit, l'Inde y croit. Ça paraît pas totalement démodé, puisque tous ces pays ont des barrières de protection commerciale, ont des barrières de protection technologique, ont des barrières en tous sens, et que nous n'avons qu'une seule zone de credo libéralo-matérialiste à la Pascal Lamy, Jacques Delors, etc., qui produit les dégâts que l'on sait, dans un univers totalement déséquilibré en termes de prix de revient et de monnaie. Pensez à protéger ces sites de production, à protéger ces emplois, ces know-how technologiques qui peuvent parfois être très élevés. Ça n'est pas du tout absurde. Et les États, puissance économique et qui se pensent en puissance, que je vous citais en commençant, le démontrent tous les jours. Philippe Lenchener sur le Oui, j'en ai un autre après. Oui, mais Joachim nous parle de modèles d'avance sociale, tout comme Henri nous parlait de la nécessité de faire attention à faire évoluer notre modèle social, et il a raison. Je voudrais juste parler 2 secondes de notre avance sociale. 20% des 700 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire n'ont pas de diplôme. 40% n'ont que le bac. Je voudrais répéter que 8 200 000 personnes vivent avec moins de 950 euros. Et je voudrais répéter que 2 millions de personnes en France vivent avec moins de 640 euros. Et je voudrais enfin finir en disant que un quart des 9-24 ans ne sont pas partis en vacances en 2011. Donc, continuons d'ouvrir et d'être les idiots du village et d'avoir notre pays ouvert à tous les vents. Et le modèle social dont nous parlons, ce ne sera qu'un vieux souvenir, et il est déjà explosé, incroyablement mis à mal. Oui. Mis à mal. Et je crois que ce matin, là où on fait une émission qui n'est pas inintéressante, c'est qu'on cite des faits, quoi. C'est-à-dire qu'on est très pragmatique ce matin. Voilà. Donc le modèle social, voilà les chiffres. Et réaction d'Henri Pijat sur le protectionnisme dans un instant, juste après la réaction de David qui écrit depuis Drancy. Je suis libéral, mais je ne vois pas ce qu'il y aurait de choquant à faire du protectionnisme envers des pays qui ne sont pas fair-play dans le libre-échange. Parfois, il faut avoir l'esprit un peu ouvert, écrit David. Sur cette histoire qui est en fait centrale dans la photographie de l'offre politique 2012 finalement, Henri Pijat, puisque vous avez toute une série de candidats qui ont décidé justement de se positionner sur la notion de la protection, allant quelquefois jusqu'à la marche arrière sur la question monétaire. Je crois que la question est moins de savoir si on est libéral ou pas libéral, si on est protectionniste ou pas protectionniste, de savoir si la règle du jeu est la même pour tout le monde. Je crois que ce que l'on évoque là, c'est une situation dans laquelle les règles du jeu sont différentes. Quand vous jouez au football, je suis désolé, il ne peut pas y avoir une équipe qui a sa règle à elle. Alors il se trouve que nos amis, partenaires et concurrents chinois ont leurs règles du jeu. Le problème, vous savez, Rueff, que je cite parfois, disait « Soyez libéral, soyez dirigiste, mais ne soyez pas menteur ». Alors c'est la seule chose que je recommande, je serais prêt à reprendre. Quelle est la règle du jeu que les Chinois, les Indiens et les Américains suivent, et les Américains depuis fort longtemps? Est-ce que nous sommes assez intelligents pour suivre la même ou pas? Mais quand vous dites nous, vous pensez France ou vous pensez Europe? Parce que pour moi, mon premier concurrent, c'est l'Allemagne, qui fait du dumping sur les prix et du dumping social et fiscal depuis des années, ou l'Irlande. Les deux, je pense que nous arrivons au moment de vérité. Il faut bien un moment considérer les choses telles qu'elles sont. Alors, il y a un problème intra-européen. Vous avez cité la question par rapport à la monnaie
il va falloir savoir si oui ou non le pari fait en 2000 au moment de la création de l'euro est surmontable ou pas. Pour l'instant, est-il surmontable? le pari que nous avions fait, c'est-à-dire d'être capable, pays du Sud, car nous sommes un pays du Sud, de répondre aux mêmes critères de gestion que les pays du Nord, nous n'avons pas su relever ce défi-là. Si nous n'en sommes pas capables, il va falloir en tirer des conclusions. Et l'autre aspect de l'Europe, c'est sur les questions commerciales intérieures, si les règles et le protectionnisme, on imagine toujours des barrières à la frontière. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Il y a longtemps que les Américains disent qu'il n'y a plus de droits de douane, mais il y a des règlements sanitaires, des règlements écologiques, des règlements de toutes sortes. Et avec les Chinois, c'est à la puissance 25. Alors, soyons naïfs, soyons réalistes, mais ne soyons pas naïfs, et ne soyons pas menteurs. Mais je crois qu'on avait été très clair, Jean de Belot, lorsqu'on s'était vu la fois dernière. D'ailleurs, Philippe Lenchener était là pour dire qu'il fallait arrêter d'imaginer que même à 17, il allait y avoir une dynamique européenne pour aller vers plus d'Europe. Enfin, les choses sont à peu près évidentes. Y a-t-il aujourd'hui un homme politique de la zone qui a envie d'aller vers plus d'Europe et d'en faire davantage et d'aller vers les fameux eurobonds? J'ai un auditeur qui me demande, Marco, qu'est-ce que sont les eurobonds? Les eurobonds seraient des dettes mutualisées qui remplaceraient les dettes des pays par pays. Bon, mais c'est là où les débats c'est là où les débats institutionnels sont très économiques. Très économique. Je sais que ça va être paradoxal. Le débat sur la 6e République, c'est-à-dire savoir si oui ou non il faut en finir avec ce cirque inimaginable dans lequel on vient d'être là. C'est-à-dire cette élection présidentielle qui, en Europe, est unique. Que dit la 6e République? Que ce soit de droite ou de gauche, pour la petite histoire. Les tenants de cette 6e, à droite ou à gauche, ils disent il faut un régime parlementaire, il faut un Premier ministre qui a le pouvoir avec un Parlement et un président qui est, comme dans certains pays, comme en Allemagne, comme en Israël, qui est garant un président du Conseil. Voilà, un président. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on voit bien à quoi nous amène ce type d'élection? Les postures, le fait qu'on radicalise les positions, qu'on a des positionnements tactiques, mais comme on est président de la République française, on doit en appeler à Péguy, à Jaurès, à Hugo, et on doit donc en appeler à la nation. Et quand vous en appelez à la nation, vous ne le faites pas impunément, ça veut dire que vous distillez du scepticisme sur l'Europe et que vous rendez impossible le dépassement de la nation, et ça vous emmène ensuite à des concepts bancals tels que l'Europe des nations. Voilà. Alors que le débat, c'est soit il y a une France pure et dure, avec le franc, avec une politique, mais avec tout ce qui va à côté, le défaut, la renégociation de la dette, soit on a une Europe fédérale, mais au milieu, nous avons un puissant fond. Oui, enfin, il y a tout de même des petites remarques à faire. Helmut Kohl, chancelier, il faut qu'une décision européenne soit d'abord bonne pour l'Allemagne. Schröder, au moment de la loi sur les 35 heures en France. Les 35 heures en France sont une excellente nouvelle pour l'Allemagne. Donc, il est possible tout de même d'arriver à participer à cette construction européenne tout en étant défenseur de ses intérêts de nation, dirons-nous. Le problème, il est très simple, c'est qu'on a construit une fausse Europe dans les 30 dernières années. On a dit aux gens, vous inquiétez pas, 3% de déficit, on le mesurait par rapport au PIB, en interdisant de dire que la dette chaque année que le budget était endetté de 25 à 30%. Les gens auraient mieux compris. On vous a vendu une notion de marché unique. L'idée que le marché était unique, alors que le marché organise la compétition entre États membres sur à peu près tous les sujets commerciaux, fiscaux, sociaux. Encore un vocabulaire de mensonge. On vous parle du Parlement européen. Ce qui définit le Parlement en droit constitutionnel, en droit tout court, c'est la capacité d'initiative législative. Le Parlement européen n'a pas la capacité d'initiative législative. On vous parle d'un pacte de stabilité et de croissance. Il n'a été respecté par aucun État. Il n'a jamais pensé à la croissance, jamais respecté une année par plus de 2 États membres. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on sort de ce mensonge. Alors, est-ce qu'on va sauver l'euro? La seule situation pour sauver l'euro, c'est effectivement de faire de l'Europe. De faire de l'Europe véritable avant le marché unique de 87, l'Europe du traité de Rome. D'y revenir à ça. On ne peut pas le faire à 17, on peut le faire peut-être à 5 ou 6. C'est un formidable enjeu. C'est un formidable enjeu. Qui sont les pays derrière le 11 écoutez, il y a quelques États qui ont intérêt à le faire, à commencer par l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a certes un commerce extérieur favorable avec les pays
en croissance, qui sont d'ailleurs en train de ralentir. On les en connaît, extrême croissance. l'Autriche, Mais la Finlande, le Luxembourg, les L'Allemagne Pays-Bas. s'est aussi beaucoup nourrie des déficits et des déséquilibres des autres États membres. Elle le dément, mais effectivement. Du déséquilibre intrinsèque à cette fausse construction européenne. On va marquer une pause. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a écrit vendredi, après le débat d'experts de vendredi. C'est marrant, j'ai l'impression sur BFM Business qu'on commence à nous expliquer la disparition de la zone euro sans le dire véritablement. Et puis là, à 9h45, quelquefois, j'ai un peu ce même sentiment. Vous me direz ce que vous en pensez, il nous reste quelques minutes ensemble. Quart d'heure avec Jean de Belot, avec Philippe Lenchener, avec Henri Pijat. La crise actuelle est essentiellement la conséquence de l'abandon des règles originelles du capitalisme depuis 1970. Et Christian, il a entendu Jean-Pierre Petit ce matin sur BFM Business qui estime qu'on en a pour 10 ans de purgatoire pour nous en sortir aujourd'hui. Alors vous vouliez réagir, Philippe Lenchener, à la photographie à laquelle il est très fidèle, Jean de Belot, depuis qu'il vient ici, a effectivement une lecture de la politique européenne qui n'a jamais bougé d'un iota. On peut dire qu'il y a une constance absolue et qu'aujourd'hui les faits confirment ce qu'il nous a dit depuis assez longtemps déjà. Allez-y. Depuis 20 ans. Oui, et je voudrais rajouter... D'ailleurs, il n'est pas le seul parce que vous en faites partie. Voilà, je voudrais rajouter que c'est presque du gâchis qu'on soit là tous les deux ensemble parce que depuis un long moment, nous sommes d'accord totalement là-dessus. Un de vos auditeurs vous dit « J'ai l'impression qu'on est en train de nous annoncer la fin de la zone euro ». Sans aucune polémique, vraiment, il faut comprendre que on parle d'une zone euro. Quand on ne peut pas prêter en euros dans une zone euro, qu'est-ce que c'est que cette zone euro ? Ce que vous voulez dire, c'est que la BCE ne peut pas, quand vous dites pas prêter en euros, qu'on comprenne bien, c'est le fait que Lisbonne, Maastricht et la Convention interdisent cela. Quand on ne peut pas lever des emprunts européens. Les eurobonds. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une zone euro ? Quand un euro politique, c'est-à-dire le fait de pouvoir le monter, ou le baisser, c'est la politique de change. Quand ces choses-là n'existent pas, quand on n'a pas de gouvernement économique européen et quand on n'a pas de gouvernement politique exécutif élu par les peuples européens, sans aucune polémique, la zone euro n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est fort d'avoir fait ça pendant 10 ans tout de même. Alors. Oui, et alors, parallèlement, pour que nos auditeurs comprennent bien, parallèlement, qu'est-ce qui s'est fait ? C'est grave. Depuis désormais 30 ans, et l'économie vaudou de George Bush Senior, qui se termine par la convention d'investiture républicaine de Reagan, qui dit pour terminer son discours, le problème c'est l'État. Vous avez d'un côté toute une idéologie qui en France nous a expliqué que l'État c'est pas bien, et de l'autre côté vous avez une idéologie qui ne nous a pas remplacé cela par une Europe nous défendant. Donc on s'est affaibli à l'extérieur, affaibli à l'intérieur. Je voudrais vous rappeler, pour ceux qui me prendraient pour un fou, que Denis Kessler, le président du réassureur SCOR, vient de proposer. Il faut faire attention aux leaders d'opinion quand ils se lancent. C'est mon métier, je le sais. Qu'il faut instaurer une deuxième règle d'or. Et que cette deuxième règle d'or, c'est que dans la réduction des déficits, 70% doit venir de la réduction des budgets de l'État et 30% donc de... Comment ça s'appelle ? Des taxes et des impôts. Des taxes et des impôts. Mais est-ce qu'il se rend juste compte de ce qu'il vient de dire ? Quand j'ai énoncé la litanie des problèmes sociaux qu'il y a dans un pays, et quand on sait que partout, c'est d'abord la santé, et c'est ensuite l'éducation qui sont coupées, et qu'il y a donc des gens qui sont exclus des soins en Europe et partout. Donc il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de la politique. Ça le fut en 95, parce que nous avions des visions. Mais aujourd'hui, ce sont des faits. Ce sont des faits. Henri Pijat. Oui, moi je voudrais quand même souligner un point de désaccord avec Philippe. Si on le suit, et je ne nie pas qu'il y ait des besoins sociaux. Pardonnez-moi de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il faut moins s'occuper des avantages sociaux, je dis qu'il faut dépenser mieux. Nous dépensons mal. Et je voudrais ajouter une seconde remarque. C'est ce que dit l'OCDE aussi. Hein. Exactement. Et si on suit le raisonnement, il faut faire attention. Je ne crois pas que ce soit ce que pense Philippe, mais il faut faire attention. Tout laisserait penser que la croissance vient de l'État. Nous crevons dans ce pays depuis des décennies, je dis bien depuis des décennies, en pensant
pensant que c'est l'État qui fait la croissance. J'allais lui poser la question, je suis ravi que vous réagissiez là-dessus. Ça n'est pas l'État qui fait la croissance, c'est l'entreprise. Or, on s'est ingénié en France, notamment, pas seulement, mais notamment en France, pour empêcher l'entreprise de travailler. On a multiplié tous les obstacles au fonctionnement de l'entreprise et à sa croissance. Tant que l'on continuera, et ça n'est pas seulement une question fiscale, mon propos n'est pas de dire l'impôt sur les sociétés est trop élevé ou pas élevé, les charges sociales sont ceci ou cela. Mon problème, ce que je veux souligner, c'est que la règle du jeu, j'y reviens, infligée aux entreprises, les empêche de fonctionner. Pourquoi sommes-nous le seul pays capable de créer de nouvelles entreprises et incapable de les faire passer du stade de micro-entreprise de moins 50 salariés à Mittelstand, à l'allemande? Tout simplement parce que notre système est anti-entreprise. L'entreprise est suspecte, le chef d'entreprise est un escroc en puissance. Voilà l'idéologie française. Et la croissance, elle est là. Elle ne résulte pas seulement d'une décision du gouverneur de la Banque centrale. D'accord, Henri, mais aujourd'hui, les pays qui ne souffrent pas de cette idéologie anti-richesse, anti-création d'entreprise sont des pays qui sont aussi en difficulté que nous, finalement, maintenant. On a l'impression qu'il y a une généralisation. Non, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. La France, l'Allemagne, pardon, les pays nordiques, les Pays-Bas recréent de la richesse. Non, ça n'est pas vrai. Je voudrais qu'on me cite un pays, on ne va pas revenir à l'Union soviétique, enfin, c'est une idéologie qui a été vraiment, qui a fait ses preuves. Tout d'un coup, on voit revenir des idées absolument farfelues. L'État va créer la croissance. Ça n'est pas vrai. L'État est là pour créer les conditions de fonctionnement des gens dont le métier est de faire de la richesse et de la croissance, et l'État est là pour arbitrer et éviter les débordements, y compris en termes sociaux. Tant qu'on ne revient pas à cette idée, on va droit dans le mur. Et c'est ce qui se passe. L'ensemble, effectivement, de la campagne électorale a glissé progressivement, Philippe Lenchener et Jean de Belot, vers finalement un État qui reste omniprésent et qui protège, une Europe qui finalement dérange, et puis cette culture omniprésente française du service public. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le résumé absolu de l'offre politique. Et sur le rôle de l'État, justement. Oui, mais justement, parce que je crois qu'on mélange tout. Alors d'abord, moi, en ce qui me concerne, vous le savez, l'Europe ne me dérange pas, puisque je souhaiterais une Europe fédérale. Donc, elle ne me dérange pas. Ensuite, je crois, Henri, que nous avons une vision romantique de ce qui se passe dans les autres pays. Je crois sincèrement que tout ce qui peut se passer partout naît d'une impulsion de l'État. Et qu'ensuite, il y a des grands entrepreneurs et que ces entrepreneurs peuvent fleurir et s'épanouir parce qu'il y a un État qui leur donne cette possibilité à travers État égale décision politique. Voilà, à travers des crédits d'impôt sur la recherche, à travers l'économie du savoir, etc. On peut faire deux exemples très éloignés. Alors vas-y, mais je reprends. La Silicon Valley. Oui. La Silicon Valley est une décision d'État. De mettre financiers, petites entreprises, grands groupes, tout l'écosystème au même endroit. C'est une décision de 1965 du gouverneur de la Californie. Avec Stanford. De dire, je vais y aller, je les fédérerai tous, je les attirerai fiscalement, je les attirerai socialement, et je les attirerai en mettant la facilité de la recherche universitaire à côté, je favoriserai. C'est à l'origine une décision d'État. On va faire autre chose. Tandis que dans les années 80, nous avons massacré, en abandonnant les taux d'intérêt aidés en France, une grande partie de notre tissu de PME, au titre d'une politique monétaire dont on se souvient des dégâts et dont nous n'allons pas citer ici les auteurs par respect pour leurs parents, eh bien, dans le même temps, nous avions un système en Allemagne où la relation entre les grands groupes, les Landesbank et les PME ne cessait de se consolider. Décision, là pas d'État, mais de Länder. Il ne faut pas opposer l'État à l'entreprise. L'État est responsable de faire le cadre le plus favorable à l'entreprise. Très court, parce qu'on quand on nous dit regardez PPR, LVMH, le luxe français, c'est merveilleux. Mais les gens oublient-ils que tout ça, c'est Colbert et Louis XIV parce qu'il a fallu qu'on construise Versailles. C'est parce qu'on a construit Versailles. Et incidemment, c'est le Crédit Lyonnais aussi. Voilà, c'est tout. Et donc ensuite, on a Ariane, on a Airbus, on a le TGV, on avait le Minitel. Mais la raison pour laquelle on avait le Minitel et qu'on n'a pas eu Internet, ça n'a rien à voir. Donc, je crois qu'il y a un angélisme à penser que tout se fait en dehors de l'État. Moi, je pense le contraire. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait juste... Ensuite, c'est un autre problème, c'est qui dirige l'État, avec quel recrutement, avec quelle endogamie, avec quelle culture.
Et là, quand vous avez le passage par un cabinet ministériel qui est une rente de situation pour qu'on puisse ensuite diriger une entreprise, c'est un pépin. Bon, sur des grands choix, on a eu quand même des bons castings avec René Ricol, qui, qu'on en pense ce qu'on veut, est quand même un peu déconnecté du système, en tout cas intellectuellement, et la manière dont il parle du grand emprunt. Après, bon, effectivement, les liens entre René Ricol et le pouvoir en place aujourd'hui, ils sont quand même très clairs. Et puis on a aussi Jean-Claude Vollot dans les relations entre les PME et les grands groupes, où là, ce type-là donne l'impression d'avoir la capacité, la volonté et la culture justement pour faire des choses qui n'avaient jamais été faites jusqu'ici. Alors peut-être que je suis angélique, puisque c'est l'un des mots qui a été prononcé, et vu votre grimace, Philippe, je le crains. J'ai dû mal Henri m'exprimer parce que nous ne sommes pas en désaccord. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que l'État doit être un organisateur, un arbitre et un assureur en dernier recours pour les catastrophes ou les dérives. Je n'ai rien dit d'autre, mais je dis aussi, et ça c'est très important, et c'est là qu'est le contresens en France, que l'État ne doit pas être un acteur. Ça n'est pas parce qu'il crée les conditions dans la Silicon Valley ou en Angleterre, car on pourrait citer un opérateur. Oui, un opérateur, c'est ça. Voilà, parce qu'il doit être un acteur, mais pas un opérateur. Oui, mais en France, quel est notre problème? Et je suis désolé, nous ne sommes plus à l'époque de Colbert. Quand Colbert crée Saint-Gobain, il est en effet un opérateur parce que là, il décide d'innover dans un secteur, etc. C'était la compagnie des miroirs à l'origine. Voilà, Donc là, effectivement, pour on est faire en la plein- galerie des glaces. On est en Mais plein Versailles. aujourd'hui, je suis désolé, les grandes affaires, dans tous les domaines, et dans le domaine industriel comme dans le domaine de services, se développent à partir des conditions qui existent, mais dans l'État. Et j'ajoute un dernier point. L'État stratège, pas l'État nounou. Quoi. Exactement. Voilà, et il faudrait peut-être nous demander aussi pourquoi les grands groupes se développent plus à l'étranger qu'en France, pour des raisons de marché de façon évidente, puisque notre marché est limité, mais aussi parce que les conditions de travail et les conditions de développement sont meilleures à l'étranger que chez nous. Je termine juste, alors on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la phrase m'a fait sourire, donc je vais vous la livrer. Elle est signée de Maurice Lévy, il était sur RTL, interrogé à nouveau sur ces 16 millions d'indemnités, et il a trouvé une nouvelle explication pour les justifier. Cette somme, dit-il, effectivement, rémunération différée sur 9 ans, représente moins d'un demi-centime par euro gagné par Publicis sur l'ensemble de la période. Moins d'un demi-centime par euro gagné par Publicis sur l'ensemble de la période. Il est 9h59.